Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Marta Pavone. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de Marta Pavone, donc dans Femmes d'ombre, femmes de lumière. Marta est spécialiste du temple Hanglote, donc un temple particulier du dieu du sol, de la divinité locale, qui est situé dans le sud de Taipei. Elle nous avait parlé de son parcours la semaine dernière et aujourd'hui nous allons explorer plus en détail le temple et tout ce qui s'y passe, notamment comme échange en fait entre les fidèles et cette divinité qui, Marta, tu expliquais tout à l'heure, est un peu l'équivalent d'un fonctionnaire local dans toute la hiérarchie divine qui est un reflet de la hiérarchie impériale chinoise traditionnelle, en gros. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, bonjour Florian et bonjour à tout le monde. Tout à fait. Alors, Tudigong, les dieux du sol, considéré comme un fonctionnaire local, donc selon cette hiérarchie bureaucratique des religions chinoises, mais qui se reflète parfaitement aussi dans ces temples qui étaient l'objet de mes recherches doctorales, d'où sa nature supérieure par rapport à d'autres Tudigong locaux, où donc ces Tudigong des quartiers petits étaient considérés comme des chefs des quartiers, ces Tudigong-là étaient considérés comme le maire. Donc avec ces statuts effectivement plus élevés, tout en restant quand même dans une localité, parce que les Shizhang, les maires restent quand même dans une territorialité assez distante. Et donc un peu comme entre les habitants d'un quartier ou d'un village et le chef de quartier ou bien le maire, il y a aussi une forme de familiarité qui existe entre les fidèles et cette divinité locale, si j'ai bien compris. Donc c'est possible de lui demander soit de la bonne fortune, soit de la fortune sonnante et trébuchante, en échange aussi parfois de donations au temple, plus ou moins importantes, que tu expliques dans ton travail doctoral comme étant un peu l'économie de la chance. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, en principe, dans ma thèse, je voulais vraiment analyser l'économie de ces temples-là, c'est-à-dire donc la structure sociale, l'organisation du temple et de manière vraiment matérielle, ce qui s'est passé avant tout, donc le matériel que le symbolique, ce qui s'est passé dans ces temples en termes d'échange entre les humains et la divinité. Dans mon premier terrain, par exemple, je faisais beaucoup attention à cet argent que les fidèles donnaient au temple dans des boîtes de manière totalement anonyme, mais parfois même aller dans des comptoirs du temple pour faire des donations avec leur nom de famille, leur adresse, et parfois les sommes étaient vraiment très 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 importantes. Donc c'était quelque chose au début qui m'intéressait, et d'autant plus que ces temples étaient un lieu de culte principalement des hommes d'affaires. Donc il y avait cette question de l'argent dans les temples qui m'intéressait. Ensuite, par contre, je me suis rendu compte que au-delà de cet aspect matériel, il y avait quelque chose qui était au cœur effectivement de l'existence des temples même, c'est-à-dire la croyance. Donc cette relation primordiale entre les visiteurs, les fidèles et les esprits, et donc des échanges qui s'est dégagés sur deux niveaux. D'une part, la matérialité avec tout d'abord l'encens, parce que quand on va dans des temples à Taïwan, on allume des bâtons d'encens qu'on met dans des brûles parfums, avec des offrandes, avec du papier-monnaie votif, du papier-monnaie qu'on brûle effectivement pour que la fumée qui est adressée vers le ciel soit envoyée vers les esprits. Et l'argent, comme je disais tout à l'heure. Mais en dehors de cet aspect matériel, donc il y avait la croyance, donc cette relation intime qu'on ne voit pas en fait,
qui est à la base de cette existence des lieux de culte et de toutes ces interactions-là, de tous ces échanges. Et c'est pour ça que ma thèse, j'ai voulu finalement l'orienter vers à la fois le matériel et l'invisible, que j'ai nommé sur cette notion des chances. Et pour ça, donc, je me suis basée sur les études de Roberta Maillon sur l'économie de la chance dans le chamanisme chez les Buriats en Sibérie. Elle avait étudié comment, d'un point de vue rituel, l'aléatoire n'est pas chaotique, mais peut être vraiment géré par les humains pour que ça soit favorable, et notamment dans son cadre, pour la chasse. Donc, cette thèse de Roberta Maillon avait été reprise par une autre chercheuse française pour étudier la religion populaire à Taïwan, Fiorella Alliot. Et elle avait observé comment, effectivement, cette manière de gérer cet aléatoire, ces influences invisibles, se fait de manière rituelle à Tainan, parce que son terrain est plutôt basé à Tainan, et où, là aussi, les tanguis, donc c'est les médiums, on l'appelle comme ça à Taïwan, qui, en quelque sorte, sont des médiateurs donc entre les esprits et les humains, et qui créent deux circuits de cette chance. L'un vertical, donc entre les humains et les esprits, et l'autre horizontal entre les humains, et qui est égalitaire. Dans ma thèse, donc, j'ai repris ces deux concepts, donc l'économie de la chance de Roberta Maillon et ces deux circuits de la chance de Fiorella Alliot, pour démontrer finalement que oui, il y a cette mobilisation et cette gestion de l'aléatoire, que j'appelle comme chance, et notamment dans le cadre du Hanlode de Tsayun, donc de chance en vue de prospérer, de s'enrichir. Mais dans ces deux circuits, il y a toujours des relations inégalitaires et hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il y a les circuits verticaux entre les esprits et les humains, qui restent toujours hiérarchiques, parce qu'on est face à des entités surnaturelles et supérieures, qui nous protège, et horizontale aussi parce qu'il y a une différenciation de gestion de ces forces invisibles, de cet aléatoire, mais aussi de distribution et de circulation de cette influence invisible. Et dans ma thèse, j'ai voulu étudier cette économie de la chance et sur l'aspect matériel, donc à travers une histoire du temple, sa fondation, l'organisation sociale, et donc c'est-à-dire l'organisation du travail, et la manière dont les gens en fait qui travaillent dans les temples, qui gèrent ces temples, s'occupent de ces lieux de culte quotidiennement, et de manière symbolique à travers les rituels qui sont organisés lors des fêtes, mais aussi les visites qui sont effectuées par les fidèles, donc les jours comme la nuit, parce que, comme je disais, ce temple est ouvert 24 heures sur 24, et il y a des différences, effectivement, entre les jours et la nuit, en termes de pratiques et en termes de public. Alors, oui, je me demandais aussi quel type de public vient dans ce temple-là, au niveau du genre, de l'âge, par exemple, et est-ce que, du coup, quelles sont les différences entre le public du jour et de la nuit ? Oui, par rapport à ce qu'on m'avait été dit au tout début, les temples n'accueillent pas uniquement des hommes d'affaires. Le public est très 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 large. Il y a des familles, par exemple, ou des groupes de randonneurs qui se rendent le week-end à la montagne, parce que, je rappelle, ce temple est dans une colline, et pour les rejoindre, il faut vraiment marcher, soit aller en voiture, soit vraiment c'est prendre le plaisir de se faire une randonnée quand il pleut pas. C'est vraiment une destination pour des groupes de randonneurs, des familles qui vont pendant la journée, et notamment les week-ends. Les commerçants y vont, bien sûr, de manière individuelle, mais aussi en groupe, pour faire ce qu'on appelle du tuanbai, c'est-à-dire une vénération du dieu collective.
Donc, il y a toute l'entreprise, si c'est une petite entreprise, en tout cas une section d'entreprise qui se rend pour demander aux dieux une protection pendant l'année ou, par exemple, pour remercier les dieux de les avoir aidés pendant une transaction commerciale. Enfin, voilà. Donc, il y a des grands dons qui sont aussi offerts lors de ces visites-là. Il y a aussi d'autres temples qui se rendent au Honludi parce qu'il y a tous ces réseaux de pèlerinage qui s'est fait de ces petits temples qui rendent visite à des grands temples et qu'on appelle Jinxian Tuan. Donc oui, ce sont des groupes qui apportent de l'encens, littéralement. Et aussi, donc, soit des privés, soit des familles ou en tout cas des groupes plus importants qui ont ce qu'on appelle des Fenling du dieu, c'est-à-dire des statues de Tudigong dont l'âme est issue de ces temples-là. Et donc en fait, il y a une relation de filiation qui s'est faite et donc un retour à ces temples mères qui s'est fait assez régulièrement. Il y avait un interlocuteur qui faisait ce parallélisme entre, comme nous les humains, pendant Noël par exemple, on rend visite à nos parents. Voilà, c'est pareil pour les dieux aussi. Et en dehors de ça, il y a un public de nuit aussi qui est assez important et qui est assez varié. Il y a des jeunes couples qui seront au temple pour voir les panoramas nocturnes sur Taipei. Il y a un stand de xiaoqi, de snacks taïwanais. La nuit, il y a une odeur de tofu puant qui, voilà, c'est pas très agréable pour ceux qui n'aiment pas, mais... Et donc, il y a ce côté assez vivant, renard, qui s'est produit pendant la nuit aussi. Mais aussi, il y a d'autres groupes qui travaillent dans les domaines un peu marginaux, comme des prostituées ou des gens qui travaillent dans les domaines des jeux clandestins, des jeux d'hasard, qui se rendent aussi pendant la nuit dans ces temples-là. Et c'est spécifiquement pendant la nuit, soit avant qu'ils démarrent le travail, soit après. Et il y a aussi d'autres personnes qui ont entendu dire que pendant la nuit, ces dieux est plus Ling, et donc en fait se rendent au temple la nuit, et précisément vers 11h et 1h du matin. Et ça c'est très important parce que dans cette période de temps, dans les calculs du temps chinois, c'est le début du nouveau jour. Oui, c'est ça, c'est entre 11h du soir et 1h du matin. Voilà, ouais. C'est ce qu'on appelle les zishi, les temps d'enfant. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Oui, il y avait 12 heures et chaque heure compte en fait 2 heures du temps comme on le compte maintenant. Oui. Et donc ça, c'est la première heure de la journée, c'est celle-là. C'est ça. Et donc, selon cette idée que, comme Tudigong est représenté comme un homme âgé, c'est à ce moment où il se réveille avant que les autres divinités, parce qu'il est âgé, donc il se réveille tôt. Et donc, on le vénère à partir de ce moment-là. Il y a aussi tout un commerce de papier-monnaie qui s'est développé autour de ces temples. Alors normalement, en fait, pour des raisons environnementales, dans le nord de Taïwan en particulier, il y a des politiques comme quoi on brûle plus d'encens ou on brûle plus du tout du papier-monnaie. Et dans ces temples, c'est le cas des papier-monnaie. En fait, on les brûle plus. Le four est fermé. Mais il y a tout un business des papiers-monnaie en fait, qui s'est produit et qui est assez vivant pendant la nuit. Et normalement, les fidèles peuvent acheter 2 types de boîtes, on les appelle des coffres de la richesse. Ce sont des boîtes en carton avec à l'intérieur beaucoup de papier-monnaie différentes, en tout cas qui sont destinées aux dieux pour souhaiter de la richesse, enfin, pour mobiliser ces influences invisibles pour qu'elles soient favorables et favoriser la prospérité. Et il y a 2 types. Donc, une type qui est destinée plus au Zhenzai, donc à la richesse correcte, celle qu'on peut obtenir pendant le travail. Et la Piancai, donc c'est la richesse détournée
donc celle qu'on obtient de manière vraiment fortuite, par le biais de la chance véritablement, et qui est obtenue par des jeux d'hasard ou des paris ou des tickets à gratter. Voilà, c'est vraiment l'argent qu'on obtient par la fortune. C'est un autre type de richesse qui fait partie des requêtes de ces publics, qui est finalement assez varié aussi et qui s'y manifeste dans toutes ces pratiques-là. Quand tu parles de ces deux types de richesses, ça me fait penser aussi, je sais pas si je suis dedans ou complètement à côté de la plaque, mais au temple Yin et au temple Jung, avec certains qui sont plutôt avec des esprits pas forcément très bienveillants, et d'autres qui sont plus solaires, plus francs, disons. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et nous expliquer comment ce temple, qui est aussi ouvert la nuit, se situe là-dedans? Est-ce qu'il y a aussi un peu ces deux aspects? Comment ça se passe? Oui, alors ça c'est très intéressant parce que c'est un aspect que j'ai découvert lorsque je faisais mon terrain, parce qu'au début je ne savais pas qu'il y avait cette grande distinction, effectivement. Donc tout à fait, comme tu as dit, les temples yin sont considérés comme tels parce qu'ils ressemblent des cultes d'esprits qui sont morts de malmort. Principalement, il y en a pas mal à Taïwan, à côté des tombes, par exemple, des cimetières, mais aussi dans des centres-villes. Et ces temples ont acquis une popularité dans les années 80, lorsque il y avait à Taïwan cette loterie qui s'appelait Tajiale, donc le bonheur pour tous, on peut le traduire comme ça, où les Taïwanais, en tout cas ceux qui jouaient à ces jeux, se rendaient soit dans les tombes, soit dans ces temples yin pour interagir avec ces esprits, demandaient des minpai, chio minpai, des chiffres qui pouvaient être potentiellement gagnantes, donc qui pouvaient jouer pour gagner des gros prix. Et donc en fait il y avait pas mal d'histoires après qui sortaient à la suite de ces visites auprès des temples, parce que ces esprits, comme ils n'ont pas des statuts des dieux, ils pouvaient se venger contre les humains lorsqu'ils ne rendaient pas la contrepartie en fait de cet échange avec eux. Et donc, il y avait des histoires que certains interlocuteurs m'ont racontées où des gens qui gagnaient des grosses sommes, finalement, ça leur arrivait quelque chose comme même la mort, parce qu'ils étaient allés voir ces temples-là et que finalement, ces esprits se sont vengés contre lui, disons, et que c'était en fait cette manière de compenser cette dette que ces personnes avaient accumulée avec ces esprits. Donc, toute autre chose avec les temples Jung, donc des temples droits qui sont habités par des dieux, donc des esprits qui ont un statut des dieux, des Shen, et qui ne peuvent pas vraiment se venger. Ce sont des dieux vraiment orthodoxes, corrects, de la bonne morale, de la bonne vertu, et donc en fait, ils facilitent aux fidèles la bonne réussite en raison de leur conduite vertueuse, morale, etc. Donc en fait, il y a toute une autre manière déjà d'interagir avec ces esprits, et aussi une autre manière aussi de pouvoir obtenir ce qu'on souhaite, donc par la morale, voilà, par ce côté moral de la croyance. Les Hanlote a une histoire assez particulière parce que donc c'est un temple de Tudigong. Donc c'est un dieu, mais c'est un temple qui, à l'origine, se trouvait dans cette colline, mais qui était assez sombre. Pendant l'époque de la Tajiale, les temples n'étaient pas si grands, tels qu'on les voit aujourd'hui. C'était un tout petit temple dans une montagne qui avait des tombes un peu situées tout au long du parcours. Il y avait cette idée aussi que la route pour rejoindre les temples était sombre. Et donc, il y avait beaucoup d'accidents qui se passaient, donc beaucoup de malmorts. Et donc, il y avait cette idée que c'était un lieu idéal pour pouvoir demander des chiffres gagnants pour la Tajiale. Et il y avait cette idée de temple yin qui s'est développée, selon certains interlocuteurs en tout cas,
Mais pour la communauté du temple, ce n'est pas du tout un temple yin parce que déjà c'est Tudigong et parce que donc un fonctionnaire local, divinité, etc. Et puis surtout que bien sûr c'est une étiquette, disons, qu'on n'est pas trop content d'avoir lorsque en plus c'est les temples qu'on gère. Donc voilà. Disons que à ces moments-là, les temples avaient un environnement totalement différent par rapport à celui-ci. Il y avait beaucoup de devins qui étaient sur le sol du temple, beaucoup de tangi, donc de médiums des faux tangi, des vrais tangi. Enfin, là aussi c'est très il y avait c'est comme me disait, un véritable marché des nuits des Minpai pour avoir ces numéros, ces chiffres et gagner à ces jeux. Et Tudigong, ces temples-là, donc les Hanlode, tout comme d'autres temples de Tudigong, ont acquis cette popularité à ce moment-là parce que Tudigong, même si c'est une divinité, ça reste un fonctionnaire local, une divinité mineure. Et donc, on peut se permettre de lui demander ce genre de choses. Contrairement à Mazu, par exemple, ou à Guangong. Guangong est aussi un dieu de la richesse, mais c'est les dieux guerriers, corrects, orthodoxes. Ce n'est pas la même chose, enfin, en termes de statut. Et donc, le fait que ce soit un statut beaucoup plus local, ça fait que, tu disais tout à l'heure, il y a aussi parfois une forme de presque corruption qu'il peut y avoir avec les fonctionnaires locaux ou des échanges pas forcément très, très corrects, justement, comme on pourrait attendre. Oui, disons qu'en fait, avec Tudigong, en vue de son statut vraiment mineur, on peut vraiment se permettre de lui avouer des choses qu'on ne peut pas dire à d'autres divinités. Et surtout, on peut aussi se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec Mazu ou avec Guangong, avec Bao Shen Tati, les dieux de la médecine. Enfin, on peut pas du tout faire ça. Par exemple Comme par exemple, il y a eu tout un cas qui m'a été relaté pendant ma période de doctorat, de statues de Tudigong, tout comme d'autres divinités mineures, mais voilà, qui étaient abandonnées au bord de la rue ou par exemple dans des fleuves ou à la mer. Voilà, parce que finalement, ils n'avaient pas été si efficaces comme prévu. Ou d'autres cas où les statues étaient cassées même. On faisait de la violence à ces statues pour se venger. On faisait ça certainement à Tudigong, mais pas à d'autres divinités plus élevées que lui. Et c'était une manière même de les destituer de sa fonction de dieu tutélaire, parce que finalement, il n'a pas réussi à protéger ses fidèles. Et donc une manière pour le punir de ce qu'il n'a pas fait. D'accord, oui, donc il y a aussi une forme de pouvoir des humains sur le dieu local, quelque part, dans ce sens-là. Exactement. Donc, liberté aussi des humains de pouvoir décider si les dieux n'a pas vraiment aidé, finalement décider de les destituer en lui faisant du mal ou les jetant quelque part dans la rue. Oui, alors là, on s'engage un petit peu sur une autre branche. Actuellement, tu es en post-doctorat, mais c'est pas sur les divinités abandonnées que tu travailles, c'est quand même sur les temples du dieu du sol, il me semble. Alors oui, c'est plus ou moins le même terrain de recherche, mais les questionnements sont différents parce que je suis actuellement donc postdoctorante à l'Institut d'histoire de Taïwan, à l'Académie Sinica. Donc oui, je suis anthropologue, je reste, je ne trahis pas ma discipline, mais voilà, j'ai rejoint ces laboratoires de recherche parce que, donc, comme j'avais dit, donc, les Hanlode, c'est un grand temple de Taïwan, en tout cas qui est renommé ainsi au niveau national, mais en réalité, il n'est pas le seul. Selon les médias taïwanaises, il y a en réalité trois grands temples de Tudigong à Taïwan, qui sont grands et réputés par leur
puissance. C'est celui du nord qui est les Han Lodei, celui du centre qui est le Jushan Zenangong, donc qui est à Nantou, et celui du sud à Pindong, le Chechen Fuangong, qui sont donc considérés comme les 3 grands temples de Tudigong à Taïwan selon les médias. Et dans ce travail qui n'est pas finalement vraiment sur l'économie des temples, je voudrais vraiment comprendre tout simplement pourquoi il y a ces 3 temples qui sont considérés comme les plus grands et pas d'autres. Sachant que chaque communauté défend ses propres cultes, en fait. Pour chacun, son propre Tudigong est les plus grands, les plus efficaces, les plus... Voilà. Et pas que Tudigong d'ailleurs. Mais pourquoi ces 3 temples? Pourquoi le nord, le centre, le sud? Et j'ai fait ce travail à travers une analyse synchronique et diachronique, et donc à travers une étude des rituels et... quand même, parce que c'est mon réflexe, une attention à la structure sociale de ces lieux de culte, et aussi au cadre historique. Donc comment ces temples parlent, racontent leur histoire, comment ils situent leur histoire à celle nationale, parce que effectivement, selon mes hypothèses, si on parle de ces 3 temples, c'est parce qu'en quelque manière, ils ont été insérés dans cette identité nationale ou dans cette histoire de la nation. Donc, j'ai pensé que l'histoire, étudiée d'un point de vue anthropologique, pouvait être une bonne manière pour retracer cette notion des 3 temples de Tudigong à Taïwan, en tout cas les plus grands. Et du coup, quel rôle tu dirais que jouent ces temples dans la construction d'identité locale ou dans le tissu social de Taïwan? De manière plus générale, du coup, dans tout Taïwan? Alors, ce qui concerne les Han Lodei, au niveau local, ils symbolisent une influence locale des gestionnaires de ces temples sur les lieux. Je n'ai pas dit ça au tout début, mais les temples sont gérés par le président du comité du temple qui s'appelle Lu Fangyen, qui a été maire de Zhonghe à une époque. Donc entre 1998 et 2005, donc il a fait 2 mandats. Et ces Tudigong représentent en quelque manière cette influence de cette personnalité, mais aussi de ces lignages dont il fait partie, sur les lieux. Donc aujourd'hui, cette statue de Tudigong, on la trouve, la grande statue de 33 mètres, on la trouve sur le site internet de l'administration de Zhonghe, mais aussi au niveau local, dans des affiches qui rappellent aux habitants de ne pas jeter les ordures dans la rue, donc qui rappellent effectivement à une morale, à un code civique important dans la rue. Et au niveau national, représente effectivement ces développements économiques de Taïwan depuis les années 80, de démocratisation du pays, de libéralisation de l'économie, et donc de cette idée que ces dieux du sol ne protègent pas uniquement une localité bien fermée et limitée, mais une localité beaucoup plus large, où les commerçants, ou en tout cas les gens agissent, et qui n'est pas strictement lié à une localité, mais vraiment à une dimension nationale, transnationale, dans une logique effectivement d'économie libérale et de marché. Oui, donc de ce que tu m'expliques, c'est un dieu du sol qui a un pouvoir qui s'étend au niveau national et presque même international, alors que d'habitude, le dieu du sol est cantonné quand même à son petit quartier qui est parfois vraiment d'une superficie très limitée. Oui, tout à fait. Et j'avais oublié de dire une autre chose aussi, c'est qu'en fait, ces temples, tout comme d'autres grands temples de Tudigong, de Tudigong et d'autres divinités à Taïwan, reçoivent les visites des personnalités politiques aussi. Alors là, il y aura les élections administratives, mais dans un cadre plus national, lors des élections du premier ministre présidentiel, voilà, il y a eu des candidats qui ont rendu visite au Tudigong du Han Lodei pour souhaiter de la bonne réussite dans les élections.
des manières formelles, mais des manières vraiment matérielles, c'est aussi plus pratique. C'est aussi le fait que comme c'est un temple assez visité, c'est vraiment l'occasion pour les candidats de montrer une proximité envers la population locale en visitant ces lieux de culte si vivants, si dynamiques. Et est-ce que c'est ce candidat-là qui a été élu? Oui. Ce qui prouve définitivement par A plus B l'influence du dieu du Honglode, donc le temple du dieu local de Jongre. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Marta Pavone pour cette présentation du dieu, donc qui va bien sûr au-delà de son influence politique, mais qui ça illustre en fait son pouvoir et son importance dans la société taïwanaise. Et à bientôt pour d'autres sujets et d'autres rencontres dans ces émissions. Merci Floriane. Au revoir. Au revoir.